Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer. J'espère que vous allez bien et que vos proches sont tous en bonne santé. On est en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel, d'inédit, et je voulais vous souhaiter bon courage pour cette période. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion de la crise. Tout d'abord, le personnel médical et hospitalier qui continue chaque jour à soigner les malades et à soutenir leurs familles. Merci également aux policiers qui protègent la population et assurent le bon respect des règles. Merci aux personnes qui travaillent dans la filière alimentaire, des agriculteurs et jusqu'aux caissiers et personnels de supermarchés et épiceries. Et finalement, je voudrais vous remercier vous, chers auditeurs, pour votre patience et civilité. À tous ceux qui restent chez eux, qui pensent aux autres, qui aident, vraiment un grand merci. Être spectatrice de ces actions collectives me fait chaud au cœur et me montre à quel point l'humanité peut être généreuse, empathique et aimante. Parlons maintenant de l'épisode d'aujourd'hui. Normalement, le jour de diffusion des épisodes est le dimanche, mais j'ai tellement aimé ma conversation avec mon invité aujourd'hui que je ne pouvais pas attendre une minute de plus. Comme beaucoup de personnes, j'ai écouté la série d'épisodes Les règles du jeu dans le podcast Génération XX. Dans cette série, Clara Mollet nous partage ses expériences professionnelles et nous explique pourquoi l'entreprise n'est pas l'école. Chaque épisode décrit une règle, vous savez, une de ces choses qu'on ne nous a jamais dit à propos du travail, mais qui semble pourtant évidente quand on en parle. Je l'ai ensuite rencontré lors d'un petit déjeuner organisé par Siam de Génération XX. Et si vous avez participé à ce petit déjeuner au dîner, vous savez à quel point ils peuvent être un booster de morale et vous donner un sentiment d'empowerment. Alors, quand elle a publié son livre Les règles du jeu le 4 mars dernier, je l'ai commandé et dévoré en 2 jours. Compte tenu de la situation actuelle, les différentes conférences et présentations du livre ont été reportées, mais vous pouvez toujours commander le livre de Clara sur Internet. Sans plus attendre, je suis vraiment contente de partager avec vous ma conversation avec Clara Mollet. Changes come, no changes go. Bonjour Clara, Bonjour Laura. comment tu vas? Bah écoute, pas si mal. Compte tenu des circonstances, franchement, ça va. Ça va, ça va. On s'adapte. Tu t'ennuies pas? Pas du tout. Non, il se trouve que je travaille beaucoup en plus. Et non, je m'ennuie pas du tout. En fait, les journées défilent beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Bon, ça fait qu'une semaine en même temps, donc on en reparlera peut-être dans une semaine ou deux. Mais non, franchement, je m'ennuie pas du tout. Et au contraire, je pensais que j'aurais plus de temps à moi. Et je trouve difficile d'avoir du temps pour soi, en réalité. Donc en fait, le rythme, pour l'instant, n'a pas tellement changé. Bon, ben c'est super si tu arrives à garder cette dynamique. Et puis c'est vrai que moi aussi, j'ai l'impression que on est, du coup, peut-être que parce que l'espace physique est limité, on se sent plus, on a plus envie d'être connecté virtuellement. Et moi, je me sens hyper connectée tout le temps en ce moment. Je sais pas si c'est Ouais. le même ressenti que tu as. Complètement, mais je pense qu'en fait, il y a des phases. Je pense, tu vois, moi, je vois déjà l'évolution par rapport au début du confinement. Je pense que la première semaine, il y avait une espèce de frénésie. Moi, j'étais sur les réseaux sans arrêt, beaucoup plus qu'à la normale, à essayer de rentrer en contact avec plein de gens, de passer du temps au téléphone, etc. Je pense que tu as une espèce de frénésie au début qui, là, moi, dans mon cas, est en train de redescendre. Donc, je pense que c'est par phase, en fait. Tu vois, de semaine en semaine, je pense que tu passes par des étapes. Donc après, je pense que tu apprivoises aussi cette espèce d'espace-temps qui te semble immense au début, et en fait, à mesure que tu évolues à l'intérieur, tu t'aperçois que non, c'est pas si étendu que ça, et que tu arrives oui, c'est ça, à apprivoiser la notion du temps différemment, et je pense qu'elle fait moins peur. Je pense qu'au début, ce qui est un peu effrayant, moi, c'était de me dire, mais l'étendue de ces journées, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en réalité, tu n'as aucun mal à les meubler. Donc, je pense que tout ça se met en place aussi assez progressivement. Donc, mais oui, moi j'étais comme toi, j'avais beaucoup de mal à me déconnecter, et je commence là maintenant à vraiment redescendre, quoi. Oui, et puis même toi, tu l'as dit, le monde a changé pas mal en une semaine. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu le thème parfait à aborder, je pense, pour
pour aujourd'hui, pour ces semaines. Déjà, je voulais te dire merci et vraiment merci infiniment pour ton livre déjà, mais pour tout ce que tu as fait. Enfin, nous, on s'est rencontrés donc du coup dans le cadre d'un petit déjeuner organisé par Siam, la fondatrice de Génération XX. Ouais. Et j'avais déjà ressenti ça quand j'avais écouté ta série de podcasts, enfin tes épisodes des règles du jeu sur ce podcast. Mais quand je t'ai rencontré en vrai, j'ai tout de suite senti que tu as une énergie en fait qui fait que les gens à côté de toi, ou en tout cas c'est comme ça que je me suis sentie, se sentent plus fortes. Ou en tout cas les femmes que tu accompagnes, je ne sais pas, c'est incroyable parce que tout d'un coup, tu as vraiment cette capacité de dire, en fait, vous avez le contrôle sur quelque chose sur laquelle on n'avait pas l'impression, en tout cas moi j'avais pas du tout l'impression que j'avais le contrôle. Et donc quand j'ai lu ton livre, en ce moment de ma vie où tout change, où j'ai une nouvelle vie professionnelle, etc., je me suis dit, mince, est-ce que c'est pas le livre que j'ai loupé juste avant de commencer à bosser? Et est-ce que c'est pas le livre qui aurait pu faire de ma carrière quelque chose de différent? Et en fait, quand j'ai fini, je me suis dit, non, c'est un peu le livre qui me rassure et qui me fait dire que ben, je suis sur la bonne voie parce que je me suis posé les questions que tu poses dans ton livre, à savoir redéfinir les concepts tels que la réussite ou le succès. Et franchement, c'est incroyable, c'est une bouffée d'air frais. Donc, je pense que les gens qui souhaitent lire pendant cette période de confinement, de repli, peut-être d'études, ils ont beaucoup, beaucoup à apprendre de ton livre, Les règles de jeu, qui existe aussi en version informatique. Donc, ils n'ont pas la possibilité de le commander. Vraiment, je le recommande. Donc, déjà, voilà. Tout ça pour te dire vraiment merci. Et merci évidemment d'avoir accepté cette invitation. Et avant de commencer, je voudrais que mes auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas, te connaissent un petit peu plus. Donc, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire, dans ta vie, quels sont les changements que tu as vécus? Waouh! Alors écoute, déjà merci beaucoup, pour ce compliment, immense. Franchement, ça me touche énormément, de savoir que ça t'a touché et que ça t'a été, utile. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais, en gros, moi, toute cette entreprise des règles du jeu, je l'ai vraiment commencé avec l'idée d'écrire ce que moi j'aurais aimé trouver, justement quand j'en ai eu besoin. Et donc si c'est finalement, l'effet produit, chez les gens qui le lisent, franchement pour moi c'est le plus grand, c'est la meilleure, tu vois, le meilleur commentaire possible, donc vraiment merci beaucoup. Me présenter, bah oui, bien sûr. Donc je m'appelle Clara Mollet, je suis une femme française, de 32 ans et j'ai connu effectivement un certain nombre de changements dans ma vie, comme beaucoup de gens je pense, mais je pense que si je devais, repenser aux changements qui m'ont façonnée, je pense qu'il y a eu, des rencontres qui ont changé ma vie. Je pense par exemple à des professeurs qui ont été, vraiment des guides. Il y en a eu un notamment, un prof d'histoire en 4e qui s'appelle Monsieur Angelo. Donc je ne sais pas si Monsieur Angelo du lycée Carnot fait partie de tes auditeurs, mais en tout cas, c'est un prof qui a complètement changé ma manière de voir un petit peu ma scolarité en réalité, parce qu'il traitait ses élèves en adultes, vraiment. Et on était relativement jeunes à l'époque, et je me souviens que bah voilà, c'est quelqu'un qui nous parlait comme à des vraies personnes responsables. Et il a pas mal, changé en fait mon rapport aux études et à la, responsabilité en fait, qu'on avait, donc peut-être qu'au final lui a planté, une petite graine puisque je parle énormément de l'école, du fait de s'affranchir aussi des codes de l'école dans le travail et cetera dans le livre, bah, peut-être que lui a planté une graine beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Mais voilà, quand je réfléchis au changement, je sais pas pourquoi lui me revient en premier, donc c'est amusant. Ensuite, bah, évidemment, rencontre avec, mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, avec qui, je suis partie au Brésil. Le départ au Brésil, c'est quand même un changement, assez, important aussi. C'est pas le premier, mais peut-être que c'est celui, qui là, dans mon histoire à moi récente, a été le plus, fondateur parce qu'en fait donc, juste après mon diplôme, donc en 2013, je suis partie au Brésil pour un peu à la poursuite de mon job de rêve, qui était de faire du négoce de matières premières. C'était vraiment ce que je voulais faire et c'était le pays où le faire. C'est-à-dire, à l'époque, en 2013, c'était, le Brésil, c'était encore l'Eldorado, c'était le plein emploi, c'est le paradis des matières premières. Enfin, c'était vraiment donc on est parti donc avec celui qui est mon mari aujourd'hui,
un peu comme ça, en se disant: «Ben, pourquoi ne pas tenter l'aventure là-bas?» en sachant évidemment que professionnellement, ça avait aussi du sens pour nous et ce changement de vie-là, puisque ça a été un changement de vie total, et qu'on débarquait complètement puisqu'on avait, voilà, pas de famille là-bas, pas d'amis et qu'on parlait pas particulièrement la langue et cetera. Donc on avait aussi très envie de changement, je pense. Et bien, en fait, il a vraiment été, le début d'un tout nouveau chapitre, à la fois professionnel et personnel, puisque donc j'ai trouvé le job que j'étais, venue chercher. Donc je suis devenue, donc trader de matières premières. J'en parle pas mal dans le livre parce que c'est un peu le fil rouge et comme, c'est finalement ce livre, c'est un partage d'expérience aussi, c'est un témoignage. Donc forcément, je reviens souvent sur des expériences vécues, des anecdotes vécues. Donc en fait, du coup, les gens, découvrent aussi peut-être un peu cette profession au passage qui est pas du tout connue, et qui est passionnante. Donc professionnellement, ça a été un chapitre, génial puisqu'on est resté 5 ans et que pendant 5 ans, j'ai adoré faire ce job et personnel évidemment puisqu'évidemment on a démarré là-bas une vie, complètement différente, et ça a été un chapitre, un changement, très fondateur, vraiment très fondateur de ma vie aujourd'hui. Donc oui, il y a enfin bon voilà, dans mon histoire récente, je dirais que le départ au Brésil et en fait, ce que je pourrais dire sur les changements dans ma vie, puisque je vais pas tous les lister, mais c'est à la fois je constate en fait a posteriori, qu'à chaque fois qu'il y a eu changement et expérience, j'ai, eu à cœur de les transformer en autre chose. Donc par exemple, si je prends le cas du Brésil, bah oui, évidemment, c'était un projet, personnel, une envie de partir aussi un peu à l'aventure. On était jeunes et on n'avait pas forcément envie de commencer à travailler en France. Enfin, on avait envie de voir autre chose. Et il se trouve que cette expérience professionnelle-là m'a menée encore vers des horizons complètement différents que ce que je pensais être venue chercher. C'est-à-dire qu'en fait, en étant la seule femme qui exerçait ma fonction sur mon marché, eh ben, j'ai découvert un monde, quoi. J'ai découvert, qu'être une femme, c'était une vraie, variable de l'équation au travail et ça m'a menée vers d'autres changements dans ma vie et j'en ai fait autre chose. C'est-à-dire que j'ai transformé cette expérience-là en, un contenu, un podcast. Ensuite, il y a eu d'autres changements et cetera. Donc, je pense qu'en fait, les changements, quand on les regarde a posteriori, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en a fait, en fait. C'est pas juste des ruptures, des lignes, où on verrait sa vie comme une autoroute, où il y a des espèces de ruptures et on essaye je trouve que ce qui est, intéressant aussi dans les changements, c'est quand on les transforme, quand on voit, ce qu'on a réussi à en faire, a posteriori aussi et donc le Brésil, c'est pas juste un billet d'avion et de se dire: «Oh là là, je pars à l'autre bout du monde», c'est de voir un petit peu tout ce que cette expérience-là, m'a apporté, où elle m'a menée. Parce que si on parle aujourd'hui, c'est aussi le fruit de cette expérience-là et de cette décision de partir là-bas. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans les choix de vie, en fait. Et ouais, donc du coup, tu vis, toi, la notion de changement dans ta vie, c'est quelque chose de plutôt positif, de quelque chose que tu vas aller chercher et ensuite, tu vas même, avec le recul, t'apercevoir qu'il y a eu des changements, des transformations qui ont été, déclenchées par ce premier mouvement. C'est un peu ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Pour moi, oui, c'est une notion très positive, le changement, parce qu'en fait, dans ma vie, en tout cas, ça a toujours été, des décisions, très assumées. Ça a jamais été des choses enfin, c'est pas vrai, il y a eu évidemment des ruptures, même au niveau personnel et cetera, quand j'étais un peu plus jeune, des changements de situation familiale, enfin, tout le monde a connu comme ça des moments de rupture dans la vie. Donc c'est pas toujours des choses qu'on choisit, parfois c'est des choses qu'on subit. Mais en définitive, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a affaiblie ou qui m'a, c'est toujours des choses qui m'ont fait grandir, les changements et donc dans ma vie d'adulte, les changements, ça a toujours même quand c'est des revirements de trajectoire assez, qui peuvent ressembler à des changements de vie, un peu radicaux, ou toi, je sais que tu as fait une reconversion aussi assez drastique comme ça et ben, c'est toujours des choix, très assumés, très conscients et qui m'ont toujours menée en fait vers quelque chose d'encore plus proche de moi, en fait. Donc c'est des vraies décisions, conscientes, des vrais choix, des vrais risques aussi, hein. Les changements, qu'on prend, c'est des risques qu'on prend souvent. Hem, il y a le Brésil, mais bon, il y en a eu d'autres après. Le fait de quitter mon travail, par exemple, après 5 ans parce qu'il me convenait plus ou parce on avait envie d'autre chose et cetera. C'est des risques aussi qu'on décide de prendre et ben, j'ai jamais regretté aucune de ces décisions-là. Même quand on a l'impression d'être au bord de enfin de faire un saut dans le vide,
C'est toujours des décisions quand on sent qu'on est au plus proche de qui on est à ce moment-là, c'est jamais des décisions qu'on regrette. Donc, donc les changements pour moi, ils sont vraiment porteurs d'une forme de réalisation de soi, en fait. Donc, non, moi je trouve que je l'associe toujours à quelque chose de très positif, ouais. Je m'inquiéterais d'une vie qui ressemble à une autoroute allemande droite. Je trouve que c'est pas, il y a quelque chose, sans forcément chercher la rupture, je pense pas que l'existence soit censée ressembler à ça, quoi. Donc quelque part, les changements, c'est la preuve que l'existence se déroule, quoi. Ouais, et c'est quelque chose qu'on ressent dans ton livre parce que, comme tu le disais, tu racontes tes expériences. Donc, parfois, on a donc, du coup, des petites anecdotes que tu nous racontes, des situations qui se présentent à toi dans le monde professionnel, dans ta carrière au Brésil. Et tout d'un coup, là où je pense, moi, je serais restée juste, je ne sais pas, peut-être frustrée, parfois peut-être énervée. Ben, toi, tu arrives à prendre un peu de recul, à te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains que je peux changer pour faire avancer la situation et vraiment prendre le positif? Ça me fait penser d'ailleurs à une de mes premières managers qui était toujours comme ça et que j'adore. Et donc Manon, si tu nous écoutes, merci. Mais du coup, est-ce que tu pourrais justement nous parler de l'événement ou la série d'événements qui t'ont permis de prendre conscience de ce pouvoir que tu avais? T'as déjà commencé avec peut-être ton prof d'école qui a peut-être Ouais. semé une petite graine, mais même si tu la racontes dans le livre rapidement, quelle est cette série d'événements? Ouais, bah, en fait, ça a été le fruit, je pense, d'une série, d'événements. Effectivement, c'est pas arrivé d'un coup. Il a fallu quand même, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais la seule femme à occuper ma fonction, sur mon marché là-bas, c'était quand même une situation assez particulière qui est pas banale. Et le gros avantage de cette situation, c'est qu'elle nous confronte très vite et très fort à tout un tas de situations que peut-être on mettrait plus de temps à identifier dans un autre contexte. Donc, que ce soit des petites vexations du quotidien ou, le fait de prendre conscience qu'il existe des vrais biais cognitifs, un vrai, 2 poids 2 mesures quelque part entre, une collègue femme, une collègue homme, enfin un collègue homme. Voilà, enfin tout ce qu'on, peut désigner sous le terme de biais cognitif, syndrome de l'imposteur, tout ce qui fait les freins à la fois extérieurs et intériorisés, qui entravent un peu la progression des femmes au travail. Disons que moi, j'en ai fait l'expérience très, très vite et ça m'a permis, moi, de mettre des mots et d'identifier des situations, beaucoup plus rapidement, je pense, que si j'avais commencé à travailler ailleurs. Alors, il y a une anecdote qui est, effectivement que je raconte dans le livre et qui pour moi est vraiment le moment où mon rapport au travail s'est complètement renversé et la boucle du coup avec mon prof d'histoire, serait bouclée parce que c'est vraiment ça qui s'est passé dans ma tête. Mais pour, raconter, rapidement, en fait, on m'avait demandé, de faire un travail assez complexe, une étude de prix, assez voilà, assez, conséquente et j'avais une semaine pour la faire. Et je devais présenter les résultats de cette analyse la semaine suivante au cours de la réunion hebdomadaire qui avait lieu, voilà, classique. Et donc je travaille sur cette étude et j'arrive à des résultats intéressants, donc j'étais super contente. Et j'arrive donc le moment de la réunion arrive et bon, la réunion se commence normalement, donc on fait un tour de table comme toutes les semaines et cetera. Chacun présente ses positions, ses analyses et tout et tout. Et l'heure tourne et moi, je me dis: «Mince quand même, bon les marchés vont ouvrir donc on n'est pas censé rester en réunion à ce moment-là, et je vais pas avoir le temps de présenter mes résultats». Mais moi, j'étais tellement convaincue, de toute façon, mon chef m'avait demandé de faire cette étude, donc j'étais certaine que de toute façon, il réserverait un peu de temps pour ça. Et puis l'heure continue de tourner et finalement, il regarde sa montre et il dit à tout le monde: «Bon bah voilà, les marchés vont ouvrir, on y va». Et donc là, je le regarde et je lui dis: «Attendez, il y a les résultats de l'étude là, j'étais censée présenter». En plus, moi, j'étais vraiment dans les starting blocks, j'étais hyper contente de présenter ce truc-là. Et là, il me dit: «Attends Clara, désolé mais là, on n'a pas le temps, les marchés sont ouverts, on verra ça la semaine prochaine». Et là, en fait, je suis retournée à ma place tellement frustrée. Tout ce travail, tous ces efforts et tout cet enthousiasme en plus à présenter des conclusions, des résultats dont moi j'étais sûre qu'ils étaient vraiment intéressants en plus et de m'être fait un peu comme ça, zapper à la dernière minute, ça m'a tellement agacée que quand je suis retournée à ma place, j'ai ouvert un mail, j'ai mis
toutes les conclusions de l'étude dans ce mail, les graphes, les sources, etc., etc. Et je l'ai envoyé à toutes les personnes dont je pensais que ça pouvait les intéresser, c'est-à-dire tous les traders du groupe, dans le monde. Donc il y avait le Brésil, mais il y avait l'Argentine, il y avait les États-Unis, il y avait la Suisse, l'Angleterre, l'Asie, etc. Donc je sais pas, en tout, ça devait être peut-être une 50aine de personnes, quoi. Et en fait, cet email-là, alors qu'en soi, c'est pas énorme un mail, eh ben, il a complètement renversé mon rapport au travail. Parce que pour la première fois, je faisais quelque chose que personne ne m'avait demandé. C'est-à-dire que pour la première fois, je prenais l'initiative moi-même, parce que j'étais convaincue que c'était justifié et que tout simplement j'en avais envie, de montrer mon travail, de revendiquer ce que j'avais fait et de faire valoir mes résultats, mes bons résultats, la valeur de ce que je faisais, etc. Sans attendre qu'on le note, sans attendre que la personne soit bien disposée, sans attendre que le moment soit bien choisi, etc. etc. Et ce moment-là, je le raconte parce que il a été tellement révélateur pour moi. Non seulement je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais devant moi un champ d'initiatives possibles immense. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais jamais posé la question en ces termes-là de me dire: «Mais attends, lui, il veut pas, que je montre mes résultats, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour les faire? Peut-être que j'ai pas besoin d'attendre que lui soit disposé à» et en fait, le fait de renverser comme ça complètement les perspectives et quelque part, pas totalement le rapport de force parce que ça restait mon chef et qu'on est obligé de voilà, mais quand même de me mettre plus seulement dans une position d'attente, de passivité et de rentrer dans une posture beaucoup plus active, bah, à la fois ça responsabilise parce qu'on se dit: «Bon, c'est vrai qu'en fait, je suis beaucoup plus aux commandes que ce que je pensais» et à la fois ça rassure parce qu'on se dit: «En fait, ma carrière, elle m'échappe pas tant que ça». Donc je pense que ce moment-là, il a vraiment été, fondateur, quoi. Et justement, parmi tous les conseils que tu donnes dans ton livre et toutes les guidelines que tu proposes, est-ce que tu dirais que le fait de sortir de ce qu'on nous demande dans notre travail est le point clé ou le conseil principal pour quelqu'un qui aimerait prendre un petit peu en main, enfin, sa carrière? Est-ce que tu penses que c'est ça le conseil ou qu'est-ce que tu prendrais comme conseil? Je pense que ça, c'est un bon conseil. En fait, c'est pas seulement de pas faire ce qu'on nous demande, c'est de ne pas seulement faire ce qu'on nous demande. Oui, voilà, C'est-à-dire qu'en oui, oui, fait oui, oui, ouais, oui, complètement. c'est ça, c'est en fait de pas s'en tenir là. C'est-à-dire de considérer que faire ce qu'on nous demande, c'est un peu le premier étage de la fusée. Mais si on s'arrête là, la fusée pourra pas décoller. Et je pense que oui, c'est un très bon conseil, c'est pas le seul, mais c'est vraiment, une manière de comprendre que, s'en tenir simplement aux instructions, c'est la recette pour, pour moi, c'est ce que j'ai appelé un peu le piège de la sourdine dans le livre, c'est-à-dire le risque de vivre sa carrière en sourdine. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'on n'aura pas une carrière, voilà, intéressante, mais on risque de la vivre toujours un ton plus bas que ce qu'on pourrait faire. D'être toujours un tout petit peu en dessous de ce qu'on aimerait, de ce qu'on pourrait, de ce qu'on voudrait, parce qu'en fait, on n'a pas compris que la différence, elle se jouait pas là-dessus. Elle se joue sur l'étage du dessus. Elle se joue sur la capacité à aller au-delà de ce qu'on nous demande, à bien faire ce qu'on nous demande, mais à regarder un petit peu, à prendre de la hauteur, à regarder ce qui se passe autour et à se dire: «Attends, de quoi j'ai envie? Où j'ai envie d'aller? Et quels moyens, moi, tout seul, je peux mettre en place pour y arriver?» Et je trouve que ce mindset-là, en fait, c'est un des éléments, mais c'est ce mindset-là qu'il faut avoir au travail et si on arrive à se mettre dans cette posture-là, ben, on a déjà fait une grosse partie du trajet, ouais, complètement. Après, il y a d'autres choses évidemment à faire, mais je pense qu'effectivement, c'est un bon ne surtout pas s'en tenir aux instructions et s'extraire en fait de la posture de l'élève, on en revient là, vraiment aborder sa carrière non plus de façon passive, mais vraiment comme un acteur, et comprendre qu'en fait on est seul aux commandes. C'est-à-dire que même s'il y a une hiérarchie et que bien sûr on doit en passer par là, notre hiérarchie elle a pas autant intérêt à notre réussite que nous. Donc c'est à nous vraiment de déployer les moyens, les ressources, les compétences et en fait les compétences, c'est aussi quelque chose qu'il faut redéfinir. C'est-à-dire qu'être compétent, c'est pas seulement être bon en Excel ou être bon en marketing. Les hard skills, c'est très important, mais être compétent au travail, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'être compétent au travail, savoir faire valoir son travail, c'est une compétence. Savoir demander ce qu'on veut, c'est une compétence ou savoir négocier, évidemment, c'est une compétence. Et en fait, quand on voit ces choses-là sous l'angle de la compétence et plus seulement sous l'angle d'une faculté innée ou quoi que ce soit, et ben c'est pareil, c'est très rassurant et on comprend qu'en fait tout le monde peut l'apprendre. Donc ouais, ce mindset-là, je pense que c'est vraiment la clé, fondamentale, quoi.
C'est ça, et ça déculpabilise complètement parce Ouais. que du coup, tu te dis, bah voilà, en fait, ok, je peux y aller, je peux faire. Et c'est là où tu emploies le mot ambition et tu enlèves complètement le tabou de ce mot. Et j'adore quand tu fais ça parce que du coup, tu redéfinis justement la réussite et le succès. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bah, oui, oui, décomplexer, c'est exactement ça. C'est vraiment le but. Moi, le but que j'avais en écrivant ce livre, c'était, qu'en fait, quand on le termine, on se dise non seulement: «Mais en fait, j'ai le droit d'y aller et d'y aller à fond et en plus, je sais comment y aller». C'est-à-dire, il y a les 2. Et le fait d'avoir le droit d'y aller, c'est exactement ça et en fait, c'est simplement de comprendre comment fonctionne le monde du travail, de comprendre que c'est un autre monde, c'est-à-dire qu'on a mis les pieds sur une autre planète qui ne fonctionne plus comme la planète qu'on a connue jusqu'à présent, qui est l'école, pour faire très court. Donc les règles du jeu sont différentes, les moyens de la réussite sont différentes et on a le droit d'employer donc des moyens différents. Et en fait, ce qui nous freine souvent, c'est aussi ce que j'ai appelé le piège du fair play dans le bouquin, c'est de dire qu'en fait, parfois, on s'auto, freine parce qu'on s'auto-inhibe en imaginant que si on emploie des moyens pour réussir qui ne sont pas seulement les moyens de la réussite scolaire, et ben, c'est pas fair play. C'est pas à la régulière, c'est un peu de la triche, c'est un peu mal vu. Comme si on n'était pas totalement honnête, en fait, dans sa manière de réussir. Et ça, à mon avis, c'est un contresens. C'est un gros contresens. Parce qu'au contraire, le monde du travail ne fonctionnant pas du tout comme l'école, donc effectivement, le fait de bien faire ce qu'on nous demande, c'est le minimum, mais ça se joue aussi, sur d'autres compétences, sur d'autres terrains. Et bah, le fait d'accepter ça et de se dire: «Mais en fait, vu que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas me trahir que d'y aller. C'est aussi, jouer le jeu et apprendre à naviguer cet environnement qui est différent». Et ça, oui, pour moi, le c'est très, très important de se libérer, en fait, complètement par rapport aux moyens de la réussite et je veux dire, quand on était à l'école, on n'avait aucun mal à se dire: «J'ai envie d'être la meilleure. J'ai envie d'être la première, j'ai envie d'avoir les meilleurs résultats possibles». Qu'est-ce qui fait que quand on bascule dans le monde du travail, tout à coup, ben, on n'ose plus le dire, en fait. Dire: «J'ai envie d'être la meilleure». Alors, il y a 2 choses, c'est-à-dire que quand je redéfinis la notion de réussite, c'est dans le livre, je dis tout simplement: «Réussir, c'est aller là où on a envie d'aller». Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens pour qui être le ou la meilleure, ça n'a aucun intérêt. C'est parfait. Le problème, c'est de ne pas être au clair avec ce que veut dire réussir pour nous et de se retrouver avec la définition de quelqu'un d'autre. Donc soit de se retrouver à chercher à être le meilleur alors qu'en fait, au fond, on en a absolument pas envie, ou au contraire, de pas assumer de vouloir exceller dans ce qu'on fait parce qu'on adore son job et de s'empêcher, de s'auto-empêcher d'y aller pour des mauvaises raisons. Parce qu'on a l'impression que c'est pas fair play ou que c'est pas ou qu'on n'en est pas capable ou que, les compétences professionnelles, c'est des compétences qui sont réservées à d'autres, le fait de négocier, de prendre la parole, je ne sais quoi, de se l'interdire parce qu'on se dit: «Oh là là, mais ça c'est pas ma personnalité, c'est pas moi, je sais pas faire», alors qu'en fait tout s'apprend et cetera et cetera. Donc ouais, la réussite, il faut pas en avoir peur et pour la meilleure moyen de pas en avoir peur, c'est de prendre le temps de se demander ce que ça veut dire pour soi, en fait. Est-ce que finalement, le travail que j'occupe, c'est vraiment là que j'ai envie d'être aujourd'hui? Et si oui, tant mieux et sinon il faut changer. Donc on en revient à ton sujet. Oui, bah, complètement. Et puis d'essayer, parce que finalement, c'est encore une fois pas comme à l'école. Tu risques pas de redoubler, je veux dire. Enfin, tu peux essayer et puis voir ce qui se passe Mmh. et voilà quoi. Ouais, complètement. Complètement, parce qu'encore une fois, ce qui est très important et à mon avis la meilleure manière de pas se perdre en route, c'est de jamais se trahir. Donc de jamais faire des choses parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire ou parce qu'on voit les autres se comporter comme ça et qu'on se dit: «Ah bah voilà» et cetera. Les pistes, les clés que je donne dans le livre, évidemment, le but du jeu, c'est que les gens se les approprient. C'est pas de copier le voisin parce que le voisin a bien fait. Moi, par exemple, quand j'étais au Brésil et que je voyais la manière dont s'y prenaient mes collègues, c'est pas parce que je me rendais compte que moi je faisais pas bien ou que je m'y prenais pas forcément bien que je me suis mise à les imiter. Parce qu'en fait, ça avait, aussi peu de sens, de faire exactement comme eux que de m'entêter moi dans la stratégie, qui était la mienne et qui était pas la bonne. C'est pour ça que c'est bien de profiter peut-être de cette période pour prendre un peu de temps et réfléchir justement à ces bases en fait. Moi, avec le recul, je me dis, du coup, une fois que j'ai lu ton livre, j'ai eu mon moment de panique et après je me suis dit non, en fait, ça va. C'est parce que du coup, j'ai retracé un peu mon expérience et je me suis dit, bon, j'étais commerciale. En fait, il y avait un truc, enfin, il y avait quelque chose qui me manquait dans ce commercial. J'ai commencé à faire des initiatives au bureau et c'est à ce moment-là qu'on a monté un comité de bien-être et finalement, c'est le bien-être où je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment aligné avec mes valeurs.
Donc, je veux peut-être aller vers ça. Et c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, finalement. Donc le fait de prendre peut-être un peu de temps et de dire, OK, qu'est-ce que je veux et où est-ce que je veux vraiment aller et quelles sont mes valeurs, ça aide énormément à monter un plan d'action pour la suite. Ouais et en fait, comme tu le dis, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, c'est en faisant en fait, en étant toujours en mouvement, donc par exemple, toi, dans ton cas, en montant un comité de bien-être et cetera et ben, en fait, les choses se déplient d'elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que plus tu fais des choses, plus tu multiplies les opportunités de te retrouver dans les bonnes circonstances pour toi et de cliquer soit avec certaines personnes, soit avec certains moments et de te trouver. Et en fait, ça me fait penser à aussi quelque chose de très important, je trouve, dans la notion de changement et dont on n'a pas parlé, c'est le courage. Parce qu'il faut du courage pour décider de lâcher un job qui, sur le papier, est parfait ou correspond à ce qu'on a toujours attendu de nous. Il faut beaucoup de courage pour envoyer un peu valdinguer tous les référents de notre vie. Je veux dire, le changement, c'est un mot qui a l'air doux, mais ça peut révéler des réalités qui peuvent être, pas faciles à assumer socialement. Et en fait, le courage, c'est quelque chose qui vient aussi avec la conviction qu'on est sur la bonne voie pour soi. Et ça ne peut venir qu'en se posant les bonnes questions, c'est-à-dire exactement ce que tu viens de dire et en étant sûr d'être aligné avec ses valeurs et encore une fois, en multipliant les occasions, les opportunités de se retrouver dans des circonstances qui vont nous mettre face à ou des projets, à des choses qui éventuellement vont résonner en nous. Comme encore une fois, par exemple, ton comité de bien-être. Tu aurais pas pu si tu avais rien fait et ben, tu aurais peut-être jamais ou ça t'aurait pris plus de temps en tout cas, de trouver cette histoire de bien-être. Alors que tout à coup, en étant en mouvement et en tentant des choses et ben, tu t'es retrouvé face à quelque chose qui instinctivement t'a appelé. Et c'est là qu'en fait, la notion de courage fait moins peur parce que oui, ça a dû forcément te demander du courage de changer de vie, mais quand tu as la conviction intime d'être sur le bon chemin et ben, tout à coup, c'est beaucoup plus facile à assumer, quoi. Donc c'est un mélange. Complètement. Complètement. Mmh. Complètement. Donc franchement, le livre, il a tellement de pépites, il a tellement d'exemples en plus concrets. J'adore. C'est vraiment des choses à faire tous les jours. Enfin, t'as vraiment c'est vraiment pas comment dire, que des notions qui restent dans l'abstrait, mais vraiment, je le recommande à toutes les personnes, toutes les femmes, même les hommes, hein. Mmh. Ah oui, oui. Moi, j'ai des amis hommes à qui j'ai dit, il faut absolument que tu lises ces livres parce que franchement, il est incroyable. Donc, merci beaucoup. Ah bah, je suis trop contente. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder avant de passer aux deux dernières questions qui sont plus sur le sujet des changements? Non, je pense qu'effectivement ce que tu viens de dire, le fait que ça s'adresse à tout le monde ce livre, je pense que c'est important, parce qu'en fait le message évidemment on parle beaucoup des femmes parce que moi je suis arrivée sur ces questions par mon histoire personnelle, donc forcément c'était l'histoire d'une femme en minorité au travail, donc évidemment les révélateurs, ils ont tous à voir avec ça. Après, en définitive, les conclusions du livre qui seraient, voilà le bon mindset pour naviguer son environnement de travail, voilà voilà ce qu'il faut savoir pour, heu, pour tirer le maximum de la situation qu'on occupe et cetera, elles sont pas du tout, réservées aux femmes. Bien que les femmes, je pense, on a une tendance peut-être supplémentaire à se mettre des freins. Donc c'est pour ça que je pense que les femmes sont visées en premier lieu, mais c'est sûr que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. C'est sûr, ouais. Et Mmh. du coup, quels sont les changements à venir dans ta vie? Du coup, professionnelle, est-ce que tu prévois des changements? J'imagine que le lancement du livre a été déjà un grand événement. Oui, alors, donc je travaille en ce moment toujours dans les matières premières. Donc c'est un sujet en plus, passionnant en ce moment parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est vraiment en première ligne, là pour, dans le confinement et cetera, d'assurer en fait l'approvisionnement en fait des Français en matières premières, c'est quand même, donc ça c'est très intéressant. Mais après en termes de changement en fait, je pense que ma réponse aurait été différente il y a une semaine. Parce que ce que je trouve cette semaine qui s'est écoulée, nous a appris, c'est que c'était compliqué de planifier. Je trouve que là, ce que ça a beaucoup bouleversé, c'est, le rapport au temps et le fait que ça nous oblige, cette histoire de confinement, à nous mettre enfin, nous projeter dans un horizon de temps beaucoup plus court, quoi et à juste se dire que,
les changements qu'on anticipait ou ce qu'on avait prévu de faire, bah, ça n'arrivera pas. Bah, par exemple, sur le lancement du livre, le lancement, bah, ça s'était très bien passé. Le livre était, enfin, il est super bien parti et heureusement, bah, voilà, il y a les ventes sur Internet, donc là-dessus, ça se passe très bien. Mais il y a aussi tout un tas d'événements, etc., qui étaient prévus qui n'auront pas lieu. Donc, il faut faire autrement. Donc, le changement, je suis en plein dedans parce qu'il faut s'adapter, il faut repenser, réinventer, voir comment communiquer différemment, toucher un public avec des biais différents, etc. Donc le changement, en fait, on est en train de le vivre là. Donc en fait, j'ai du mal à parler de changement à venir parce que j'ai l'impression qu'on est au milieu d'un énorme vortex de changement tous et qu'en fait, le but là, c'est juste d'essayer. En fait, ce que je trouve génial, moi, dans cette période, c'est que ça nous apprend à être flex. Il faut être flex, c'est-à-dire il faut prendre les choses comme elles viennent et vous essayer de trouver les opportunités dans toutes les circonstances de la vie, à condition évidemment qu'il ne nous arrive pas de choses trop graves. Voilà, parce que je trouve que ce à quoi ça nous confronte aussi, le confinement, bah, c'est à des voilà, à la fragilité de la vie, enfin voilà, c'est aussi on est confronté directement à ça aussi, quoi. Mais là-dedans, je trouve que quand on a la chance d'être préservé, sa famille aussi, et cetera, et ben, il faut apprendre à prendre les circonstances comme elles viennent et en tirer le maximum. Donc en fait, le grand enseignement du changement, je trouve, les changements qu'on choisit pas, et ben, c'est d'avoir cet état d'esprit toujours aux aguets et de pas faire des plans, de pas planifier sa vie comme un plan quinquennal qui forcément va se réaliser. Dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, je serai là, il faut que j'ai atteint tel objectif à tel âge parce que sinon ça va pas, etc. En réalité, on n'en sait rien. On n'arrête pas de trébucher et il y a toujours des choses sur notre route qui arrivent qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, la capacité à s'adapter, à se réinventer à chaque fois, eh ben, je pense que c'est peut-être ce que le changement peut nous apporter de meilleur, quoi. Et là, ce qu'on est en train de vivre, ben, c'est l'exemple parfait. Donc c'est un gros challenge, mais moi, en tout cas, je le prends comme ça. Cet énorme changement-là. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce Ouais. que tu penses que le monde va changer après coup ou est-ce que tu penses que l'humain a la mémoire courte et qu'on va revenir à nos vieilles habitudes? Moi, je pense que c'est un mélange des 2. Moi, je pense que c'est un mélange des 2. Je pense qu'il y a des gens chez qui ça peut être un accélérateur de changement, un espèce de catalyseur énorme, une prise de conscience qui peut changer la vie. Et puis d'autres, qui vont avoir qu'une hâte, c'est de revenir à leur vie d'avant et je pense qu'il y aura tous les cas. En réalité, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, je sais pas du tout comment on va sortir de ce mois et demi. Ça se trouve, ça va être hyper salutaire et ça se trouve, on n'en pourra plus. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Que ce soit à un niveau individuel ou collectif, c'est difficile à dire. Mais en revanche, tu vois, ce que ça m'évoque sur la question des femmes, par exemple, c'est que là, moi, ce qui me frappe vachement, c'est que les femmes sont vraiment à la manœuvre sur beaucoup, beaucoup de choses, dans toutes les initiatives qu'on voit un peu partout, bon, sur les réseaux sociaux, etc. Mais toutes les choses qui se mettent en place pour aider, pour partager, pour informer, pour soulager les esprits, les cours de méditation, etc. J'ai vu que toi aussi, tu avais fait des choses en ligne, etc. Et en fait, c'est des moments où on a besoin de tous les talents et où quelque part, bah, les femmes ont aucune difficulté dans l'adversité à prendre leur place. Et moi, j'espère que le changement, que ça porte, c'est qu'on va arriver à garder cette énergie-là, ce mouvement-là après. Parce que moi, je crois que s'il y a un changement, le monde qui vient, il aura besoin des femmes, peut-être encore plus, quoi. Et la place qui leur sera faite sera peut-être encore plus grande. Donc si elles arrivent à donner toutes leurs mesures là, moi, ce que je trouve génial, c'est que, tu vois, on parle de difficultés au travail, à prendre sa place, à s'assumer ou aller au bout de ce qu'on peut faire, et cetera. Et en fait, tu vois que dès qu'il y a des difficultés ou des situations un peu, il y a aucun souci, tu vois? Et là, ça, je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, là, on se pose même plus la question de savoir si on est légitime, pas légitime, si on a le droit, si on n'a pas le droit, et cetera, et cetera. Là, il y a même plus de doute, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, intéressant à voir et porteur de changement, pour le coup. Ah, mais c'est super, ouais, non, t'as complètement raison. Ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et du coup, la question que je pose à tous mes invités, mais qui est particulièrement intéressante dans la période qu'on vit en ce moment, si tu avais une baguette magique qui te donnerait le pouvoir de changer une seule chose en ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Alors, je pense que je changerais, je rembobinerais. En fait, je changerais ce qu'on a causé à la nature. En fait, je reviendrais à un état parce que, tu vois, ce qui me fait penser à ça, c'est de voir, par exemple, là, il y a plein d'images qui circulent sur les canaux de Venise.
tu vois, qui reviennent. Et en fait, ce qui me fascine, c'est la vitesse. La vitesse incroyable à laquelle la nature reprend ses droits, mais instantanément, les canaux de Venise, en moins de, je sais pas, d'une semaine, ils sont redevenus aussi purs qu'au Moyen Âge. Donc, si je changeais quelque chose, si c'est un coup de baguette magique, et ben, je m'arrangerais pour rembobiner en fait ce qu'on a causé à la nature ces 50 dernières années, et voilà. Et je reviendrai à cet état peut-être plus pur, quoi, avec l'impossibilité, bien sûr, de de défaire ce que j'ai fait. Mais oui, ce que ça m'évoque, je pense que ce serait ça. Ce que je changerais, c'est, c'est ce qu'on a. Je rembobinerais un peu, quoi. Je rembobinerais les effets sur la nature de notre présence. J'adore. J'espère, j'espère que ce sera possible un jour de pouvoir faire ça. Bah, franchement, là, avec ce qu'on vit, c'est déjà en train d'arriver. Moi, c'est ça que je trouve fou. Il y a une capacité à régénérer. Je sais pas après comment on va pouvoir maintenir ça. Je sais pas si c'est possible en fait, mais tu vois, même la Méditerranée, etc. Il y a plein de. Enfin, c'est une mer qui a été complètement gâchée là ces 20 dernières années. Il y a plus de ressources, il y a plus de poissons, elle est polluée, etc. Mais je pense que c'est comme à Venise. Il y a une capacité de se régénérer qui est extraordinaire. Et en un mois, je pense qu'on peut voir vraiment des effets incroyables, quoi. Donc c'est fou en fait de se dire qu'on met beaucoup de temps et d'efforts à gâcher quelque chose qui en fait a besoin de très peu de temps pour renaître. Donc en fait, il faut pas grand-chose, quoi, je pense, pour ne plus gâcher le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, et c'est là où l'autre féminin aussi peut nous montrer qu'il s'adapte au changement, et c'est mère nature, c'est la terre-mère. Donc ouais, je suis Et avec ouais. toi. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Clara. Bah, merci à toi, merci mille fois, c'était super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizon.